parler, c'est quelque chose qui remonte loin, que Luis Alvarez et moi avons commencé il y a plus de 20 ans. Hein. Et il y a eu donc pas mal de contributions de gens qui ont été des élèves au début, qui maintenant sont eux-mêmes professeurs, comme Bruno Galerne, Yann Gousseau, Agustín Salgado de la Nuez et Nelson Monson Lopez plus récemment. Le principe, je vais faire un résumé de l'exposé là, très rapide. Disons, le principe est simple. Les images vous savez tous que cette image, c'est une fonction vectorielle définie sur un plan ou sur un morceau de plan. Et depuis, on peut dire toujours, la question, c'est de savoir comment on fait des images. Alors, il y a bien sûr les procédés photographiques, et puis ensuite, il y a la peinture, et puis toutes les disciplines graphiques qui, effectivement, constituent des images. Alors, comment fait-on? Il faut d'une part avoir disposé de forme, ensuite, il faut disposer de couleurs, et ensuite, il faut disposer d'un procédé pour les combiner. Donc, c'est de ça que je vais parler. Donc, on peut dire que c'est le problème général de la peinture ou du dessin, c'est ça. C'est faire des formes et ensuite les combiner sur une surface. Alors, les mathématiciens ne sont pas restés complètement inactifs là-dessus. Donc, dans les années 70, il y a un modèle proposé par Matron, qui est le premier à s'être posé la question de l'analyse synthèse d'images. En l'occurrence, il s'intéressait à des échantillons de roches. Et voilà une typique synthèse de Matron avec le modèle feuille morte, où on projette donc aléatoire des disques sur une surface avec des rayons qui sont eux-mêmes aléatoires et des positions qui sont elles-mêmes aléatoires. Dans un autre esprit, il y a eu donc des tentatives de tessellation aléatoire. Malheureusement, je ne sais pas vous citer où est-ce que j'ai pris ça. Et bien sûr, il y a les fameux fractales. Souvent on les appelle aussi IFS, Integrated Function Systems, Mandelbrot, Barnley, Demko, etc. Donc tout ça est donc ancien. Donc il y a des gens qui se sont dit, ce qui est derrière, c'est qu'il y a un principe. C'est-à-dire, si vous prenez ces trois exemples, je les ai pris justement parce qu'ils ont des principes complémentaires ou presque orthogonaux. C'est des principes de constitution de forme ou d'image. Et donc la question c'est, on voit bien que c'est très différent, mais est-ce que, disons, on peut avoir une théorie de tout, si on peut dire, en ce qui concerne la constitution d'images. Alors, en parallèle, parce que là, vous constaterez une certaine coïncidence de date, l'art digital existe depuis les années 60, donc c'est très tôt. Par exemple, là, je montre trois œuvres d'artistes digitaux qui, en fait, ont vendu leur toile après, mais qui sont passés par une synthèse sur ordinateur, puis après une projection par quelques procédés mécaniques ou même manuels sur une toile. Et donc, en fait, ce sont aussi, on pourrait dire, des parents du premier exemple qu'on a vu, à savoir le modèle feuille morte, mais bien sûr avec des principes organisationnels qui indiquent que ce n'est pas une répartition complètement aléatoire. À vrai dire, donc, la deuxième, ce cercle que vous voyez ici, est un pastiche d'un tableau de Mondrian qui s'appelait Composition with Lines. Je n'ai pas retrouvé l'original, j'aurais dû mettre l'original à côté, il se ressemble beaucoup. Et donc, en général, quand on fait choisir aux utilisateurs entre les deux, les gens préfèrent le synthétique. Et bon, ce tableau de Maeda, aussi ancien, le Computational Study, c'est aussi un modèle feuille morte, sauf qu'il s'agit plutôt d'une jonchée de fleurs. Alors, toujours pour parler, donc, ce que vous remarquerez dans ces exemples, ce qui est un peu surprenant, c'est la prédominance de l'aléatoire. On va dire pourquoi, en fait, mais il faut bien comprendre pourquoi. C'est que, comment faites-vous pour mettre des formes dans une image? Bon, si vous avez un procédé aléatoire, ça vous résout la question. Par exemple, tirer au hasard la position selon un processus ponctuel de Poisson vous donne une solution. Mais si on remonte un peu plus loin, si on remonte donc les premiers témoignages qu'on a de gens se poser la question de constituer des images, on le trouve dans des vases néolithiques en particulier. On trouve aussi quelques vases paléolithiques. On a trouvé quelques restants de dessins donc, qui indiquent toujours la même chose, c'est que les faiseurs d'images sont aussi un peu les premiers géomètres et ils essayent, les premiers topologues, si on veut, ils essayent donc d'organiser les formes par des principes de périodicité, de symétrie, de répétition aussi.
Et parfois même, bon, bien, on constate l'émergence de formes qu'on ne peut guère appeler qu'abstraites, comme ici à droite. Et donc tout ceci rentre dans un cadre qui existe toujours, qui est ce qu'on appelle les arts déco. En général, c'est les arts décoratifs. Et je dirais que ce qui caractérise les arts décoratifs, c'est le fait que les formes, qui peuvent être abstraites, vont être organisées sur des principes qui sont plutôt de répétition, de symétrie, comme par exemple dans ce tapis kazakh, où vous remarquerez qu'il y a un usage très décidé de la périodicité et de la symétrie. Et chose plus intéressante et amusante qui va conduire à une transition sur l'abstrait, c'est que, en réalité, quand on regarde ce type de tapis, qui sont curieusement copiés à l'identique pendant des décennies, voire des siècles, donc il se passe un processus de stylisation, comme si les gens qui faisaient le tapis avaient oublié en quelque sorte les formes qui étaient à leur origine. Et donc, bien que clairement les formes dans ce tapis soient issues de motifs floraux, ils ont évolué vers une géométrisation et une simplification qui fait que souvent, eh bien, on ne les reconnaît pratiquement plus. Alors, l'histoire des tapis est aussi une transition parce que on se dit pourquoi reproduire un identique pendant si longtemps toujours les mêmes formes alors qu'on a l'espace infini des possibilités. Alors, c'est un peu cet espace qui a été ouvert par la peinture abstraite, qui a deux revendications. L'une, c'est effectivement d'être abstraite, c'est-à-dire de trouver les émotions et les goûts et les styles du peintre, de l'artiste, sans passer par l'imitation bête d'un sujet qui vous a servi à choisir des gens, des paysages, des choses comme ça. Donc, on essaye de donner de liberté complète donc, à la constitution d'une image. Et on constate immédiatement, c'est ça qui est assez amusant, c'est que trop de liberté nuit à la liberté, puisque finalement, on se rend compte que, bon, à partir du moment où on veut faire des formes, eh bien, bon, et il y a tellement de liberté déjà, rien qu'avec des simples carrés, de tout ce qu'on peut faire, que la plupart des artistes abstraits commencent par composer, effectivement, de manière plus ou moins minimaliste, avec des formes très standards, géométriques. Et par contre, là où ils vont déjà innover, inventer, c'est dans la manière dont ils les combinent. Et en fait, on voit émerger un certain nombre de techniques qui, curieusement, sont un petit peu différentes des techniques figuratives. Alors, bon, pour revenir sur l'affaire de comment faire les formes, on y a coincé, soit c'est des formes géométriques, soit c'est, comme ici à droite, c'est un procédé physique, ici, du splashing, si on peut dire, dans ce tableau de Pollock, qui permet de faire des formes variées, mais évidemment assez peu contrôlées. Alors, donc, on pourrait en rester là, mais évidemment, on peut se poser la question suivante, on se demander à quoi nous pouvons être utiles en tant qu'algorithmiciens ou mathématiciens, c'est est-ce qu'on peut reprendre ce programme et essayer, nous aussi, de faire des images en reprenant donc tout ce substrat analytique qui est présent dans la théorie de l'abstrait et qui est aussi également présent dans les théories de la perception d'à peu près la même époque, ce qu'on appelle les gestaltistes, c'est-à-dire Wertheimer, Kanizsa, excusez-moi, et il y a un nom qui m'échappe maintenant, oui, Wertheimer, Kanizsa et Metzger, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin? Eh bien, d'abord, comme on a vu, il y a un principe très simple pour faire des images, c'est que chaque fois que vous avez un problème de choix, comme on n'est pas artiste, le problème de choix doit être réglé par un tirage au sort. Donc, on ne va pas faire comme le peintre, comme disait Gombrich, qui disait qu'on pouvait rester très longtemps une toile pour voir où est-ce qu'on mettait tel carré et tel triangle. Et donc, pour composer cette toile, donc là, on va se remettre complètement au hasard chaque fois qu'on ne sait pas comment décider. Et donc là, on ne sait décider à aucun niveau. Donc, toutes les lois de constitution, toutes les couleurs et toutes les formes doivent être choisies au hasard. Alors, évidemment, il faut quand même, pour ça, faire une analyse technique de tous les procédés, si on peut dire, de tous ou presque tous, les procédés passés et présents
de formation, que ce soit pour les images et pour les formes. Et ensuite, on les passera à un générateur aléatoire. Alors, ça demande un petit peu d'analyse. Et cette analyse, en fait, a été faite par les gestaltistes, elle a été faite aussi, comme je vous ai dit, en parallèle par les peintres abstraits. Et en réalité, donc, il n'y a pas 36 manières de combiner les formes. Ensuite, on discutera comment on fait les formes elles-mêmes. Donc, pour l'instant, parlons de la combinaison des formes. Alors, les opérations par lesquelles on combine les formes sont en fait assez nomenclaturées. Donc, je les ai presque toutes mises là. Occlusion, transparence, parallélisme perspective, bonne continuation, symétrie, convexité. Je vais plutôt en fait l'illustrer. Alors, d'abord, avant de montrer ces lois techniques, je pourrais dire que ces lois techniques sont tellement prégnantes dans la manière dont les images sont constituées quand un peintre abstrait veut fabriquer des images qu'on constate une incroyable convergence technique. Par exemple, voici un tableau de 1930 de Delaunay, voici un tableau de Kandinsky de 1926. Les deux ont pris des disques, et au fond, on pourrait dire, alors ensuite, les deux pratiquent deux techniques qu'on va revoir, c'est là, d'une part, ce qu'on pourrait appeler la transparence, parce que quand n'oublions pas que nous avons des formes au départ. Prenons pour simplifier que ces formes, a priori, sont monochromes. Néanmoins, vous allez les appliquer sur la toile, mais si vous les appliquez sur la toile, ou bien il y a de la place pour la mettre, la forme, ou bien il faut la mettre sur une autre. Alors, dans la mesure où, en général, on a très vite plus de place, eh bien, on va appliquer alors, on a deux choix. Soit on va cacher une nouvelle forme, va cacher une forme qui est derrière, comme vous voyez ici, créant des jonctions en T qui sont chez Shérat-Kanizsa, qui nous font dire que, par exemple, ce disque est devant ce disque ici et devant ce disque jaune. Ou alors, on fait de la transparence, comme ici, c'est-à-dire la forme, de manière causale, atténue les couleurs qui sont derrière, ou, de manière encore plus curieuse, on peut faire une autre technique qui en fait a été littéralement découverte par l'abstrait, je pense, et par les cubistes, c'est la tessellation. On l'appelle comme ça, ce n'est pas forcément le bon terme, mais c'est effectivement un procédé de tessellation parce que ça consiste à tracer une courbe ou une forme, et des deux côtés de la courbe, eh bien, on change les couleurs de manière qui peut être plus ou moins aléatoire, comme ici, par exemple, ici, un trait est tracé, vous voyez, et le disque qui était en quelque sorte derrière, enfin, la mire qui est derrière, est donc changé de couleur. Vous avez le même procédé ici, vous voyez, un trait qui aussi provoque une tessellation locale. Alors, le même procédé est présent ici, exactement, dans Kandinsky, où vous avez des ombrages et des tessellations. Et un apparent plus ou moins aléatoire des objets qui sont projetés pour marquer la parenté incroyable entre ce tableau et le modèle feuille morte avec des disques de Macron. Alors, donc, pour résumer les techniques en un transparent, je dirais que quand vous avez des formes, vous pouvez les disposer de manière exclusive, comme ici, c'est-à-dire les formes ne s'intersectent pas. Elles peuvent aussi se superposer par tessellation, comme ici. Et ici, elles sont mises en exclusion, mais surtout, on les organise en perspective, c'est-à-dire on choisit des points de fuite, par exemple. Ici, c'est la simple occlusion, donc c'est le modèle feuille morte tel quel. Ici, vous établissez une relation d'échelle, comme on fait dans les fractales, c'est-à-dire, par exemple, alors du point de vue des formes, ça peut être tout simplement un principe d'inclusion, c'est-à-dire les formes à une échelle sont incluses dans les formes à une échelle plus grossière, et ainsi de suite. Et dernier élément qui peut créer une impression de relief, c'est la transparence. Et et bien sûr, il y a aussi d'autres procédés qui sont en jeu, comme le rendu, par exemple créer un dégradé, comme vous voyez ici. Donc, tous ces procédés peuvent être randomisés, je vais me permettre le néologisme. Alors, donc, le principe pour fabriquer donc, des tableaux abstraits, quand on parle de ce que je viens de dire, c'est juste de tirer au sort tout, c'est-à-dire les formes dans un catalogue de formes, les règles de composition à chaque échelle dans un catalogue donc de rendu, si on peut dire, ou d'interaction de formes, qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on vient de voir exclusion, occlusion, transparence, tessellation, perspective, différents types de répétitions comme la symétrie et la périodisation qui interviennent en art abstrait,
pavage régulier ou irrégulier, le fait de border des formes par une autre, et le shading, c'est-à-dire les dégradés. Alors, ensuite, il faut régler le problème de la couleur. Donc, pour ça, il faut des palettes. On peut dire que, comme toujours, quand on ne sait pas, les couleurs vont être fixées au hasard. Et finalement, je rappelle que ces règles de composition sont organisées de manière multi-échelle et éventuellement multicouche. Et donc, une fois qu'on a dit tout ça, on peut faire, c'est ce que nous avons fait il y a pas mal de temps, déjà avec Louis, un générateur d'images. Et une fois qu'on... Alors, l'autre idée avec un générateur, je vous montrerai dans un instant ce que ça donne, c'est que, évidemment, l'objection évidente, c'est qu'on pourrait faire un générateur qui tire au sort les valeurs de chaque pixel et on peut argumenter, comme dans la bibliothèque de Borges, qu'un jour, eh bien, on retrouvera la Joconde parmi les images, puisqu'elle est improbable, certes, mais pas de probabilité nulle. Mais il est bien clair que si on veut explorer l'espace des images, il faut évidemment, et c'est justement pour ça qu'il y a tous ces discours que je viens de tenir, il faut sortir du bruit blanc et maintenir donc une structure, cette structure qui part de ces axiomes, disons, un peu mous, enfin, disons, il y a des formes, on les combine, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on peut explorer un espace de forme qui ne va pas être ennuyeux comme le serait du bruit blanc. Donc, ensuite, il est bien clair que le choix des paramètres va compter, les choix des intervalles dans lesquels on tire au sort les choses, la fréquence avec laquelle on choisit ces choses. Et donc, ce qu'on a essayé avec Louis, c'est d'équilibrer la chose de manière finalement, là, on pourrait dire qu'on a inséré un jugement artistique, c'est-à-dire que l'équilibre du tirage au sort fait qu'on essaie de rester dans les zones où on ne s'ennuie pas, avoir l'impression de revoir toujours la même chose, et on a l'impression qu'il y a une variabilité maximale dans les tableaux, si on peut dire, qu'on obtient. Alors, néanmoins, donc, après ça, il y a des répétitions, il y a des synthèses sans intérêt, et donc, finalement, il y a quand même un choix artistique à la fin. Donc, c'est ce que je vais montrer, et le résultat d'un choix, c'est-à-dire que, typiquement, on fait un préfiltrage, on choisit 1 sur 100. Après, on peut continuer, on peut faire 1 sur 1000, mais enfin, à partir de 1 sur 100, on a déjà des objets assez intéressants. Et puis après, je vais parler des styles. Alors d'abord, parlons de la couleur. Alors, une de nos surprises quand nous travaillions là-dessus, donc à gauche, je vous montre simplement un tableau ou une photographie dont est extrait une palette. Et donc, ce que vous voyez à droite, c'est donc une synthèse abstraite, celle-ci du type, plus que tessellation, c'est fait tout simplement par occlusion, je crois, dans ce cas-là. Non, c'est occlusion et tessellation, pardon. Ce sont des formes les unes sur les autres qui sont elles-mêmes en tessellation, mais se recouvrant les unes les autres. Et donc, les couleurs sont tirées aléatoirement de cette palette. Donc, ça fait des résultats assez heureux parce qu'en fait, dès que vous piquez d'une palette constituée par un grand artiste, vous êtes sûr d'avoir un résultat qui est à peu près correct. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'on reconnaît littéralement avec une version abstraite comme ça le tableau. C'est-à-dire que ça nous a toujours surpris de voir à quel point, en un sens, il reste quelque chose de l'atmosphère du tableau. Peut-être que je l'hallucine, mais c'est toujours l'impression que j'ai. Voici un autre exemple, donc d'une palette extraite d'un peintre italien, Raffaello Spasimo. Ici, le procédé, c'est un procédé feuille morte avec transparence, qui crée une sorte d'impression de profondeur transparente. Ici, donc, une synthèse basée sur une palette de Kandinsky, très dans les mauves. Donc, là aussi, donc la palette à droite est extraite avec la même perception stochastique qu'à gauche, et l'objet est fabriqué simplement de rectangles avec le principe d'exclusion. Rectangles horizontaux verticaux, avec le principe d'exclusion, et on remplit jusqu'à ce qu'on puisse plus remplir. Alors, je vais ensuite, alors là, je vais faire une transition, c'est que un des buts de faire de la synthèse, c'est au fond de pouvoir varier. Or, donc là, on a vu qu'on pouvait varier évidemment les principes de constitution, mais comme vous avez vu, on peut varier la palette, puisque je peux prendre le même, alors à partir du moment où c'est digital, on peut prendre le même objet et varier sa palette.
où on peut aussi prendre le même style, c'est-à-dire en gros le choix de votre composition et de leurs intervalles est fixé, mais comme il y a partout des random seeds, des germes aléatoires dans un programme de synthèse comme ça, vous pouvez donc varier un style à l'infini. C'est-à-dire, si par exemple cette composition vous plaît, eh bien vous pouvez changer sa palette et changer ces germes aléatoires, et vous obtenez comme ça eh bien, deux versions différentes. En fait, au simple coup d'œil, on reconnaît le même style, et on peut aussi, si on avait les palettes, on peut reconnaître la palette aussi, mais donc, et vous pouvez faire ça indéfiniment. Donc, je dois dire qu'avec Louis, on avait conclu qu'on pourrait devenir des fournisseurs d'hôtels, parce que les hôtels sont censés mettre une œuvre d'art dans chaque chambre. C'est un peu gênant qu'elles soient toutes pareilles. On s'est dit, ben, on pourrait comme ça décliner quelques compositions comme ça en regardant le style et en variant la couleur ou en variant les germes aléatoires, et on pourrait faire autant de tableaux abstraits qu'on veut. Alors, donc, je vais montrer quelques exemples. Alors, je précise que les générateurs aléatoires qui génèrent ces choses-là sont en ligne. Le site web, c'est jmandla.com. Ce sont nos initiales séparées par and. Et il y a, dans ce site, il y a des générateurs d'images, des générateurs de formes, et il y a la possibilité de varier les paramètres de chacun de ces générateurs. Les paramètres sont transparents, et donc on peut varier les paramètres, ou on peut reprendre la même image et changer son style, ou changer sa palette, etc. Alors, si j'ai le temps, je montrerai en live, mais donc maintenant, je vais montrer donc, des exemples déjà tout précalculés. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut varier l'échelle, on peut varier la palette, et on peut évidemment varier le style par choix. Alors, ce qui se passe d'abord, par rapport à ce que vous avez vu avant, on pourrait dire que c'est du pseudo-cubisme, où donc les formes sont très apparentes. Si on change d'échelle, alors, eh bien, qu'est-ce qu'on a? On obtient des textures. Donc, en fait, si je zoomais sur cet objet de très près, vous reconnaîtriez quelque chose qui ressemble à une espèce de composition cubiste comme la précédente, mais vu à cette échelle, on obtient des textures qui sont évidemment, qui ont beaucoup d'échelles en jeu. Et bien sûr, il y a une chose, pourquoi je dis que c'est une texture? Parce que dans tous ces exemples que je vais montrer maintenant, il y a un point commun, et dans tous ceux qu'on a vus, dans ceux qu'on découvre avant aussi, c'est que la synthèse est invariante par translation. Ça veut dire que, disons, normalement, donc évidemment, si vous regardez de très près, vous pouvez avoir l'impression de voir quelques formes. Si vous regardez de loin, vous allez voir une sorte de stationnarité qui, évidemment, joue à toutes les échelles, puisqu'il y a des gros objets, des petits objets sous-jacents, mais c'est une synthèse. Donc, c'est ça qui est juste, qui caractérise le fait que j'ai pas de texture, c'est qu'on maintient la variance par translation. Voici un exemple. La seule différence entre ces deux exemples, c'est un clic qui change l'échelle. C'est pratiquement comme si on faisait un zoom sur l'image précédente, sauf que la synthèse est refaite. Ça, c'est en changeant la palette. Donc, ces deux exemples, c'est la même chose en changeant la palette. Ça, c'est à nouveau comme le premier que j'ai montré là, mais juste en changeant la palette. Vous voyez que rien qu'en changeant la palette, on obtient quand même des exemples, des impressions très différentes. Ensuite, donc, si je rezoome un peu vers l'avant, voici le genre de... Là, je vais montrer aussi pour indiquer ce que veut dire changer l'échelle. Donc là, vous avez une échelle. Là, une échelle plus fine. Ça, c'est un peu japonisant comme style, je dirais. Ça irait bien pour les kimonos, peut-être. Encore un exemple où là, vous avez pris une échelle plus grossière. Là aussi. Donc, ces deux... Alors, je précise, ces deux images sont exactement le même style et la palette a changé. Voilà. Donc, la palette a changé, mais aussi, du coup, tout le choix des formes a été fait de manière aléatoire. Alors, vous remarquerez en passant qu'on s'est éloigné dans ces exemples. On s'est rendu compte qu'effectivement, même pour les textures, même pour des objets comme celui-ci, le fait d'utiliser des formes plus sophistiquées change l'aspect, même dans les cas où on ne reconnaît déjà plus les formes. Et donc ça me conduit à faire une transition vers les formes. Alors, en attendant, je passe très vite, mais voilà quelques compositions faites avec des formes complexes
Et là, c'est juste changement de même style, changement de palette. Ici, même style, changement de palette. Ici, même style, changement de palette, mais changement d'échelle. Et là, ici, c'est pas ces deux-là, c'est même style, même échelle, changement de palette. Ici, à nouveau, un zoom arrière de la même chose. Et ici, pareil, voici deux objets. Donc, celui-là est plus vers une texture, et celui-ci se rapproche d'une espèce de tableau à la Andy Warhol avec des sous-carrés. Et donc, où on reconnaît, du coup, on commence à reconnaître des formes. Alors, ensuite, donc, comme c'est en fait, c'est quelques lignes, enfin, Louise va m'étrangler si je dis ça, mais parce que c'est lui qui a fait, qui a fait les programmes. En fait, je montre, et ce n'est pas des programmes simples à la fin, mais néanmoins, en quelque sorte, en quelques lignes de plus, on peut passer de texture à scène. Alors, qu'est-ce qui change d'une texture à une scène? C'est le fait que vous renoncez à la translation, à la translation. Par exemple, vous autorisez qu'il y ait un cadre, vous limitez le nombre de formes et vous fixez leur interaction. Donc, d'un coup, on arrive à une scène. C'est-à-dire qu'il y a des formes, quelques formes vont interagir. Donc, par exemple, les 6 scènes que je vais vous montrer maintenant ont exactement le même code, donc le même style. La seule chose qui change, c'est le germe aléatoire. Donc, en fait, ce que vous voyez là, c'est que, en fait, on s'était un peu inspiré des tapis persans et autres procédés décoratifs. Donc, ce que vous avez en périphérie, c'est une génération aléatoire de motifs périodiques. J'y reviendrai après sur la synthèse de forme. Et donc, le nombre de couches de ce bord est aléatoire. Les largeurs sont aléatoires. Les formes, évidemment, chacune des formes qui génèrent le motif aléatoire est aléatoire aussi. Et puis, au centre, vous avez une scène, c'est-à-dire on autorise un petit nombre de formes pour remplir ce tableau, si je peux dire. Et donc, ensuite, en un clic, voilà, donc ensuite, c'est juste un clic. Si vous changez le générateur aléatoire, vous avez une autre, si on peut dire, scène. Encore une autre scène. À chaque fois, tout change, mais tout est pareil, si on peut dire. Voilà, donc voici exemple donc, qu'on peut faire en un clic. Donc, en gros, quand quelque chose vous amuse, vous pouvez le répéter et donc vous pouvez le varier autant de fois que vous voulez et puis après choisir. Alors, bon, j'ai terminé sur je préférais commencer par la fin, mais donc évidemment, parce que de toute façon, les exemples que je vous ai montrés au début étaient faits avec des formes abstraites très simples. Après, on est passé des exemples fabriqués avec des formes complexes. Comme je vous ai dit, ça change l'aspect, même dans les textures. Et donc maintenant, je veux discuter un peu des formes elles-mêmes, parce qu'à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait absolument avoir un générateur, disons, de formes qui serait le plus... Alors là, évidemment, à chaque fois, on se dit on veut le plus général possible. Mais comme vous voyez, dès que vous êtes dans un espace de probabilité très grande, ça n'a plus de sens. Parce qu'en réalité, même une combinaison de 10 choix de paramètres, d'échelles, etc., est tellement donc vaste que vous risquez bien de manquer énormément de choses que vous ne verrez jamais, bien sûr. Donc, pour les formes, c'est pareil. Mais néanmoins, il existe quand même une théorie générale de la forme. Alors, évidemment, soyons clairs. Si par forme, on entend, c'est un peu comme l'argument du bruit blanc, si par forme, on entend n'importe quel sous-ensemble du plan, bon, disons mesurable, hein, puisqu'on a cette restriction du mesurable. Ce que veut dire mesurable, si vous réfléchissez, ça veut dire quand même que vous avez un objet qui a en fait déjà une structure, puisqu'il est plein par endroits et vide à d'autres. Il n'y a pas de densité intermédiaire. Donc, si on prend donc tous les points sont des points de Lebesgue, par exemple, donc de fait, c'est pour ça que dès que vous prenez un ensemble même aléatoire, dès que vous appliquez le principe de Shannon selon lequel tout objet doit être régularisé pour pouvoir être échantillonné, donc vous convolez n'importe quel ensemble aléatoire par un noyau, vous arrivez à des formes. Alors comment vous arrivez à ces formes? Par exemple, en faisant un seuillage, hein, c'est le principe classique. C'est ça qui est derrière la théorie des espaces des fonctions à variation bornée. Et donc, on peut évidemment, il y a beaucoup de manières dont on peut générer des formes, mais il y a une théorie assez originale qui a été en fait
je dirais qu'on peut attribuer à Bloom, mais qui avait été reprise aussi par Matron, qui considère donc les formes, disons, qui ont un bord assez régulier. Alors, pour les formes qui ont un bord assez régulier, eh bien, on a la conclusion surprenante que toute forme est en fait. Alors là, toute forme est en fait. Alors, ce que j'entends par forme ici, c'est donc un sous-ensemble du plan avec un bord un peu régulier, piecewise C1, comme on disait dans nos cours d'espace de Sobolev. Et donc, tous ces objets ont un squelette. Alors, le squelette, c'est un petit peu mieux pour décrire les formes que juste le. On peut aussi décrire des formes par les courbes de Jordan, qui les entourent à l'extérieur, qui entourent les trous de la forme. Mais si vous voulez. C'est difficile de fabriquer ça aléatoirement. Le squelette, lui, c'est juste un graphe. Donc, c'est un graphe aléatoire. Donc, c'est beaucoup plus tentant. Et si on a le squelette d'une forme et qu'à chaque point du squelette, on associe un rayon, qui est en quelque sorte l'épaisseur de viande autour du squelette en ce point-là, eh bien, on obtient une représentation qui est beaucoup plus accessible au graphisme. Alors, donc, il y a des théorèmes qui nous disent qu'effectivement, si une forme est assez régulière, son squelette est lui-même régulier. Alors, on l'appelle en anglais Medial Axis Transform, ou MAT. Alors, ensuite, une fois qu'on veut faire du math digital, c'est simple. On fait un graphe, donc on définit des nœuds aléatoires, reliés par des branches aléatoires, donc un graphe aléatoire planaire, et puis en autorisant les branches croisées ou pas. Et puis après, eh bien, on doit définir une fonction de rayon sur ce graphe. Et donc, nous, ce qu'on a adopté comme simplification, c'est de définir le rayon à chaque embranchement de la forme. Donc, c'est ça que ça donne. Donc, voilà, voici notre modèle général, si je puis dire, de forme. C'est donc un graphe aléatoire avec, une fonction, avec des rayons régulièrement répartis, enfin échantillonnés, là, pour le coup, le long de ce graphe. Donc, a priori, avec cet objet-là, vous pouvez approcher d'aussi près que vous voulez n'importe quelle forme, mais disons, on s'est rendu compte quand même qu'il y a un problème d'échelle parce que on veut quand même pouvoir terminer en pointe, avoir des pointes, et donc on a fait un modèle qui est un petit peu plus astucieux que ça, donc qui autorise en fait d'avoir donc à partir, j'ai oublié de dire qu'à partir du graphe aléatoire et de cette fonction de disque, ensuite on utilise un objet qui est extrêmement utile en art graphique, qui sont les courbes de Bézier. Les courbes de Bézier sont utilisées dans le format SVG, et donc c'est le langage pour lequel les formes sont actuellement communiquées. Donc Bézier est donc l'ingénieur qui a inventé en fait la brique par laquelle tous les graphistes communiquent, puisqu'on décrit effectivement n'importe quelle forme à la fin par les courbes de Bézier. Alors les courbes de Bézier ici, elles servent à faire se rejoindre donc les disques que j'ai montrés ici. Donc la synthèse d'une forme, c'est créer les graphes, fixer les rayons des disques, et ensuite interpoler le bord par des courbes de Bézier, et on obtient comme ça des donc un format SVG, qui est donc l'immense avantage pour la synthèse, qu'il est scalable. On peut le changer d'échelle, et il reste toujours net. Alors, ensuite, on s'est rendu compte qu'effectivement, il faut quand même créer des styles pour les formes. Donc, on a un style général, c'est le numéro 6, qui en fait contient tous les autres. Puis après, vous pouvez, disons, spécialiser, par exemple, imposer que les branches ne se croisent pas, imposer que ce soit juste des graphes sans bifurcation, donc des sortes de spirales, des étoiles, même un style qui est juste la goutte. Et puis des styles où on impose des directions privilégiées. Donc, on a mis à la fois des styles aléatoires généraux et des styles plus spécialisés pour avoir un peu plus de variété. Et finalement, on a aussi on a voulu inclure les arts graphiques. Or, pour inclure les arts graphiques, les arts déco, pardon, les arts déco, des arts décoratifs, il suffit d'avoir deux principes, c'est la symétrie et la périodisation. Donc, dès que vous avez un principe de symétrie et de périodisation, vous avez donc la possibilité de faire beaucoup des formes qui nous sont familières. Donc là, je montre les pseudocodes pour chacun des styles, juste pour indiquer que ce n'est pas
très long. Et donc, évidemment, on se dit, peut-on faire toutes les formes avec un générateur? Alors, pour les images, comme vous avez vu, c'est désespéré. Alors, pour les formes, c'est bien sûr aussi désespéré, puisqu'on ne peut pas jamais vérifier qu'on a fait toutes les formes. Mais ce qu'on peut vérifier quand même, c'est que si on prend les plus simples, on retrouve beaucoup des formes familières et on se rend compte, d'un certain point de vue, on n'est quand même pas si loin d'avoir quelque chose d'assez générique. Donc, en fait, avec les 6 styles que je vous ai montrés précédemment, de formes, et ensuite, j'ai eu la patience, ça a mis quand même un certain temps, de faire tourner le générateur aléatoire et d'extraire toutes les formes simples, c'est-à-dire toutes celles qui n'avaient pas de trous et qui n'étaient pas non plus très complexes, parce que comme vous allez voir, elles peuvent devenir très ramifiées, très complexes. Donc j'extrais toutes les formes simples qui n'avaient pas trop, disons, de branches, et je les ai mises dans l'ordre dans lequel elles étaient apparues. Et c'était assez amusant de voir que, alors il y avait des répétitions que j'ai enlevées, ou des quasi-répétitions, puisqu'à chaque fois elles sont un peu différentes. Mais c'est assez amusant de voir qu'on retrouve effectivement dans les formes par ce générateur aléatoire à peu près toutes sortes de formes qui sont plus ou moins familières ou plausibles en tout cas. Et donc voilà la liste des 97 que j'avais trouvé comme ça. Alors ensuite, si on laisse le générateur libre, eh bien, il vous fait, bon, voici quelques exemples de ce qu'il fait, parce qu'il vous fait des formes, plus votre graphe est complexe, plus vous obtenez des formes donc grandes, enfin complexes, mais avec quand même l'avertissement que quand même chacune de ces formes a des principes de génération qui sont uniformes, donc elles ont un style. Donc en fait, une fois que vous avez fait une forme comme chacune de celles-ci, vous pouvez la répéter à l'infini comme un style. C'est comme si vous aviez une sorte de bouquet de fleurs ici, ou de buissons, et vous pouvez faire autant de buissons de style que vous voulez, tous différents. Alors, donc voici un autre exemple où vous voyez, que je montre pour que vous voyez que vous pouvez inclure, bien sûr, le principe de la symétrie dans la génération, donc vous obtenez des formes symétriques. Et, bon, et puis ensuite, vous pouvez varier certains paramètres qui, en fait, sont liés à la régularité de la forme. Par exemple, si on la fait très raide, donc le graphe est très raide, on obtient des formes style art déco, puisque l'art déco se caractérise par beaucoup d'organisations en ligne droite, comme ça, convergente. Donc ça, on pourrait dire que ces deux styles sont art déco, alors que celui-ci est beaucoup plus floral. Et donc, en fait, curieusement, donc, chaque fois en variant quelques paramètres, on reconnaît même des styles un peu classiques. Et l'autre chose, c'est qu'un style, comme précédemment je vous disais pour les tableaux, donc un code vous génère, peut se décliner et vous générez presque à l'infini une sorte d'alphabet de formes qui partagent le même style. Donc, par exemple, ici, le code est exécuté donc 20 fois. Et voici les formes qui sont générées. Exactement le même code, ce qui change, c'est le germe aléatoire. Alors, il y a un événement un peu singulier ici. Alors, je pense que c'est une valeur extrême de l'un des paramètres qui fait que la forme s'épaissit beaucoup et perd sa complexité, mais vous voyez que sinon, toutes les autres sont tout à fait apparentées. Et bon, une chose curieuse, c'est que vous générez ça, vous ne le verrez jamais plus. Enfin, je veux dire, elles sont en quelque sorte presque familières. On se dit qu'on pourrait voir un motif décoratif comme ça sur une architecture, dans une église romane. Mais peu importe, de toute façon, vous ne le reverrez jamais le plus. Déjà, à ce niveau de complexité, le nombre de degrés de liberté est gigantesque. Voici aussi ce qui se passe quand vous périodisez. Donc, vous pouvez obtenir des modèles de balustrade ou de grilles de ce que vous voulez. Et aussi, voici un autre exemple où là, si on prend une forme assez simple pour servir de lettres d'alphabet, vous voyez que vous pouvez immédiatement générer un alphabet aléatoire, donc où le style est semblable et où, bon, on pourrait dire chacune de ces choses pourrait servir comme caractère, bien que je fasse une promotion pour cet alphabet-là en particulier. Et donc, j'ai fini. Donc, ce que je peux faire de plus, c'est, j'espère, répondre à vos questions. Et puis, je peux vous montrer le générateur en ligne. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. Je n'ai pas Ah oui, j'ai parlé 40 minutes, donc ça va. Il te reste du temps, hein, Jean-Michel. Tu peux oui, alors, ce que je vous propose, c'est que je vais changer d'écran et je vais aller sur le générateur aléatoire pour vous les montrer. Et pendant que je le fais tourner, vous me posez des questions. On peut faire comme ça.
Oui, alors est-ce qu'il y a des questions? Levez la main ou prenez votre micro. Peut-être lever la main pour. Donc, une question d'Yves. Vas-y, mets ton micro en marche, Yves. Il faut que tu mettes ton micro. Ouais, ça y est, j'ai mis le micro en marche. Alors, d'abord, j'ai adoré l'exposé. Et aussi bien dans les tableaux à la Kandinsky que dans les formes, ce qui me surprend, c'est que certains résultats sont d'une beauté bouleversante, vraiment qui vous touche au cœur, qui vous fait croire en réellement une réalité augmentée presque, c'est-à-dire une beauté qui aurait été inaccessible sans ces démarches aléatoires. Et alors, la question qui me vient à l'esprit, c'est d'où vient ce sentiment de beauté profonde, de bonheur profond? Est-ce que ça vient dans une définition de l'art qui réside dans la simplicité des moyens? Est-ce que l'esprit a une impression de bonheur parce qu'on sent confusément que les moyens sont simples et que le résultat est prodigieux, ou bien est-ce qu'il y a une autre raison de ce sentiment de beauté et de bonheur? Je pense que les peintres abstraits ont inventé vraiment une très belle. L'analyse des peintres abstraits et des gestaltistes est assez géniale parce qu'ils ont compris comment s'organiser les images, ils ont établi les principes et effectivement, si tu vas dans je sais pas, j'étais allé à une exposition où on superposait des tableaux de Picasso et de Juan Gris, des tableaux de leur période cubiste à tous les deux. C'était hallucinant à quel point on avait l'impression qu'ils étaient juste les deux artisans du même générateur aléatoire. Enfin, bon, c'est-à-dire que les styles, on se rend bien compte qu'une fois qu'on a inventé des règles donc les règles de composition qu'on peut appeler abstraites ou gestaltiques sont tout à fait raisonnables et parce qu'elles préservent un équilibre entre harmonie et diversité. C'est-à-dire que d'ailleurs, effectivement, avec Louis, on s'était dit qu'on n'avait pas du tout réussi à faire des images aléatoires parce qu'on n'arrivait pas à faire des tas d'ordures. À chaque fois qu'on fait une image, c'est assez joli, et donc, sans aller jusqu'à tes propos exaltés, enfin, certaines nous plaisent beaucoup, mais on n'arrive jamais à avoir un truc où on se dit Burke. En fait, curieusement, il y a quand même beaucoup de, effectivement, comme chaque style. Alors, chaque style, je peux le montrer d'ailleurs dans ce qu'on appelle style, au générateur. Donc, le mieux, c'est de montrer. Parce qu'en fait, finalement, ce qui est caché, c'est qu'il y a très peu de chiffres derrière chaque image. Chaque image a une harmonie interne, puisque le principe pour lequel elle est faite est uniforme. Et je pense que, curieusement, ceci, plus le fait d'avoir des jolies palettes, suffit à ce qu'on ait une impression agréable. Alors, ceci dit, n'oublions pas que tout ce que j'ai montré est choisi. Oui. Donc, en gros, c'est un peu... plus on choisit, mieux c'est. Donc, c'est entre 1 centième et 1 sur 1000. Oui, oui. À quoi on peut comparer ça, mais c'est des choses qui se produisent assez spontanément. Par exemple, si vous regardez un vieux film, vous avez beaucoup plus de chances que le film soit bon que si vous regardez, si vous tirez au hasard dans les navets du temps présent. Et c'est juste parce qu'il y a eu une sorte de choix qui n'est pas aléatoire, qui est un choix esthétique. Sélection. Mais je vais vous montrer pour ça donc ce que c'est qu'un code. Donc, voici le code d'une image. Vous voyez, et l'essentiel, d'ailleurs, là-dedans, dans le code, c'est juste des explications. Jean-Michel, il y a d'autres questions. Donc, il y en a qui arrivent par écrit. Alors, donc, par écrit, je vois. Et alors, une remarque de nature artistique qui disait que sur les dernières images, c'est assez étonnant parce que ça ressemblait à Matisse en fin de vie. Et c'est vrai que Matisse était allé vers la simplicité, en fait, avec des moyens très réduits parce qu'il était sur une chaise roulante, et c'était cette évolution comme ce qui, effectivement, moi, ça m'a aussi surpris. Laquelle, tu veux dire laquelle, l'image? Les toutes dernières, effectivement, c'est frappant. Les petites choses rouges, là. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Après, il y a une... La chapelle de Vence, typiquement. Absolument, oui. La chapelle de Vence et les peintures en Polynésie.
Et Matisse, c'était ça, cette sensation de beauté dans les derniers tableaux de Matisse, c'est cette espèce Oui. de Oui, direction vers la simplicité comme ça qui est oui, effectivement, il s'exerçait à faire des très formes. apaisante. Oui. Alors là, je dois dire, vous avez tout à fait raison de le mentionner, parce que de toute façon, effectivement, pour faire ce type de forme comme le 8, on s'est tout à fait inspiré de Matisse. Une question plus Oui. technique, une question, disons plus sur l'aspect maths. Quelqu'un demande si pour un même graphe et squelette et même rayon de cercle, on a les mêmes courbes de Bézier. Il me semble que les courbes de Bézier ont leurs propres paramètres. Donc, est-ce que les paramètres, est-ce qu'il y a des paramètres à l'intérieur des courbes de Bézier elles-mêmes qui influent dans le style, ou est-ce Ah que oui, oui. c'est Oui, juste oui, un oui. post-traitement de… Oui, oui. Oui, Oui, alors pour ça, je peux aller dire. Attends, je vais revenir, attendez, au générateur. oui. Un instant que je l'ouvre. Non, mais je peux répondre en même temps. Donc, en fait, oui. Donc, c'est que chacune de ces formes est générée avec un paramètre de raideur, de smoothness, et qui se reflète évidemment dans les courbes de Bézier. Oui. Donc, D'accord. en gros, néanmoins, Ça rentre en jeu. la raison pour laquelle les formes sont assez uniformes de style, c'est que justement ce paramètre ne varie pas aléatoirement. Ça répond aussi à la question d'Yves. Pourquoi il y a une certaine harmonie? C'est parce qu'effectivement, on restreint. Donc, si on veut arriver à vraiment du garbage, si on peut dire, il faudrait que chacune de ces branches ait une régularité aléatoire différente, etc. etc. Ouais. Là, il y a le simple fait de fixer donc, certains paramètres, fixe un style, et donc ça rend les formes agréables. Il y a une question. François Joux, François, vas-y. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé. Oui, bah justement, en fait, j'avais une question qui fait un peu le lien avec ce qui vient d'être dit. C'est une question du type problème inverse, puisque donc là, il y a une bibliothèque qui, à partir d'un nombre assez restreint de paramètres, est capable de générer des œuvres. Donc les paramètres, c'est les formes primitives, et puis les couleurs, et puis la façon dont ils sont assemblés. Donc, voilà, il y a un jeu de paramètres. Est-ce qu'on pourrait faire l'inverse, c'est-à-dire prendre tout Kandinsky ou tout Pollock, peut-être Pollock c'est plus compliqué, et essayer d'en extraire les paramètres dans l'espace de représentation que tu as proposé, et ensuite de faire une espèce de moyenne, enfin de caractériser le style de chaque peintre? Est-ce qu'on peut reconnaître des peintres à partir de ça? Ouais. Oui, alors donc, ben, je sais pas, donc en fait, là, on peut faire une petite excursion par l'apprentissage profond, puisqu'en fait, c'est une chose que, C'est comme ça que je pensais, oui. tout avec l'apprentissage profond, il y a eu des essais, je dirais, qui ne sont pas pas toujours convaincants, mais vous savez qu'il y a eu des faux tableaux de Rembrandt qui ont été proposés, mais je crois qu'il y a eu énormément d'interventions manuelles, et qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en général, ce qui est transféré, c'est surtout la texture. Et alors, à part ça, les faux Van Gogh, où on transfère le style de Van Gogh sur une photo, c'est des catastrophes. Donc, certainement, on peut capturer, en tout cas, une partie du style, disons, on peut dire, de la touche de pinceau, par un réseau de neurones, mais on tourne en rond parce que le réseau de neurones est aussi opaque que notre propre perception. Donc, finalement, c'est décevant, parce qu'on peut reproduire certaines textures, on peut les imiter, mais on ne peut pas les analyser. Elles ne sont pas sparses, par exemple dans le principe de parcimonie, de manière variationnelle, on essaie quand même de trouver des building blocks qu'on comprendrait. Alors là, la question se pose aussi, alors je dirais que pour les formes, la réponse est oui, même si on ne l'a pas encore fait, mais c'est dans nos projets, c'est de faire du reverse engineering de forme, c'est-à-dire de passer d'une forme quelconque binaire à son squelette. Donc, il y a des algorithmes de calcul de squelette efficaces, et puis finalement de les coder suivant le principe que j'ai expliqué ici. Ça nous paraît jouable. Mais ceci dit, ensuite, si on veut passer aux images, c'est beaucoup plus compliqué parce que qu'est-ce qu'on va reconnaître? Est-ce qu'on va reconnaître les formes? Alors, curieusement, c'est un problème que s'était posé Matron. Matron voulait trouver, à partir du modèle des feuilles mortes, s'il était capable, il voulait voir s'il était capable de retrouver les formes qui avaient conduit à l'image fabriquée par le procédé de feuilles mortes. Donc, ce problème se pose pour chaque tableau, qui est une superposition de couches de formes, et que ne voit donc qu'en partie, ou qui se mélange de différentes manières. Donc, à mon avis, c'est
avoir un principe qui extrairait de ça les formes primitives, est un peu désespéré, même si, au fond, on peut dire que ça fait partie vraiment du programme de la computer vision, de la vision par ordinateur, au moins au départ. Si je reviens au tableau de Kandinsky, disons, il est clair quand vous avez un tableau comme ça, je dirais, alors pour un tableau comme ça, c'est faisable. Parce que celui-là, c'est assez faisable, dans le sens qu'on a maintenant des détecteurs de cercles efficaces, des détecteurs de polygones efficaces, bon, on peut, détecteurs de zones à peu près plates efficaces. Je dirais c'est jouable, effectivement, de segmenter cette image. En réalité, cette image est même segmentable de manière assez simple. Si vous appliquez l'algorithme K-means, qui est dans l'espace couleur, vous aurez déjà, donc c'est ce qu'on fait, c'est ce que fait le logiciel Adobe Illustrator. Adobe Illustrator peut vous transformer cette chose-là en une image graphique avec des codes séparés par Bézier. Ça ne veut pas dire que l'image est comprise, parce que, par exemple, il ne comprend pas qu'il y a ici une occlusion, si vous voulez, ici, mais il vous fera une segmentation correcte. Mais une fois que vous l'avez faite, vous aurez retransformé l'image en ensemble de courbes de Bézier, des couleurs uniformes, et vous n'avez pas pour autant... Alors peut-être qu'on pourrait, effectivement, peut-être qu'à partir de là, une intelligence artificielle, on pourrait générer pas mal de courbes d'images graphiques du même type. Mais c'est pour des exemples. Alors bon, peut-être que les époux de Launay sont un cas spécial parce qu'ils sont vraiment, ils sont directement graphiques. Hein. Mais bon, déjà, c'est un petit peu plus délicat puisqu'il y a des dégradés. Et évidemment, si vous prenez un Pollock ou si vous prenez des compositions plus complexes, imaginez par exemple ça, le reverse engineering ici paraît impossible. Alors que par intelligence artificielle, je pense qu'on peut reproduire cette texture. Merci. Alors, il y a une question de Lise Morin. Vas-y, Lise. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question Bonjour. un peu naïve, tout simplement sur le choix de la palette de couleurs. C'est-à-dire que est-ce que vous avez joué avec le nombre de couleurs possibles constituant de votre palette? Est-ce que vous l'avez fait tendre vers, par exemple, 2 couleurs maximales ou vers un nombre très très grand de couleurs? Et généralement, En fait, oui, en fait, on a triché. Là, je veux dire que la triche marche tellement bien qu'on n'est jamais sorti. On s'est rendu compte que si on prenait des couleurs aléatoires pour le cube de couleurs tel que défini par l'Association internationale de graphisme, donc c'est un cube où toutes les couleurs sont possibles et équiprobables, donc le résultat est abominable. En fait, la palette de couleurs de n'importe quelle image obtenue soit par un procès photographique, soit par peinture, est en fait beaucoup plus réduite que, évidemment, un processus aléatoire dans le cube de couleurs. Elle est en fait, d'ailleurs, on constate qu'elle est en gros une structure de variété 2D, souvent d'ailleurs assez simple. Et donc, bon, à la fin, on s'est dit, bon, plutôt que de générer nos propres couleurs, on va juste les emprunter. Alors, je vous ai montré les couleurs empruntées de tableaux au début, mais par exemple, pour ces images qui sont là, je ne sais même plus si ce n'était pas des photos. Vous pouvez parfaitement emprunter des couleurs à partir de photos. oui, voilà, mais justement, comment vous décidez d'emprunter telle ou telle couleur, par exemple, Ah, dans un... ben ça c'est tout simple, parce qu'une fois que tu as la palette, une fois Ouais. que tu as l'image, le procédé le plus simple, c'est que tu prends l'image et tu tires au sort de manière uniforme un pixel dans l'image. Ouais, d'accord, mais du coup, il faut bien à un moment donné donner une borne sur le nombre de couleurs qu'on va prendre. Non, Sinon, non, 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 on peut aller de plus en plus loin dans la complexité des couleurs qu'on choisit. Mais est-ce que vous choisissez de manière arbitraire de prendre, je sais pas, 50 couleurs différentes ou pas? non, on prend une image comme celle-ci. Si tu tires au sort un pixel dans l'image, tu as une couleur. C'est un procédé qui est numériquement rapide. Tu prends cette couleur et tu colories une forme avec, et c'est Mhm. le processus de synthèse. Donc là, il y a 1 million de couleurs. On utilise 1 million de couleurs. Si on prend une Ouais, palette ok. extraite d'une image naturelle, Ok, on peut prendre 1 million de couleurs sans problème. Ça veut ok. dire que l'histogramme des couleurs va être transporté en quelque sorte dans l'image. Absolument, oui, c'est un transport tout bête, oui. Là, évidemment, il y a peu de couleurs, mais elles ont toutes été tirées d'une image, je ne sais pas laquelle d'ailleurs, là aussi, c'est tiré donc au sort dans une image. Ok, super. C'était le 1 million que je voulais entendre. Merci.
D'autres Rien. questions? D'autres questions? Oui, Bruno. Bruno Després. Tu m'entends là? Oui, on m'entend? Oui, t'entends? Je démarre ma vidéo parce que j'ai un petit tableau derrière moi. Donc... Ah non, non, c'est pas celui-là du tout que je voulais montrer. Toutes mes excuses. Toute cette approche, est-ce qu'il y a une version tridimensionnelle? Alors évidemment, du point de vue des formes, des courbes de Bézier, enfin de Bézier, des représentations de formes, ça je comprends. Mais le parallèle entre les manipulations de formes et quelque chose qui serait artistiquement de valeur. Donc voilà, la question que je me pose, c'est ça, c'est le 3D. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est un intérêt déjà? Ah, le 3D, oui, absolument. Donc, en fait, ce qui est un peu paradoxal, c'est que le 2D, évidemment, est une projection du 3D. Donc, par exemple, tous les procédés dont j'ai parlé, comme justement occlusion, transparence, etc., sont effectivement reliés au fait que, d'une manière ou d'une autre, on est, même sur un tableau, quand on fait un tableau plat, on est dans un monde 3D parce qu'il y a ce que David Mumford appelait the two-point. Je ne sais plus qui appelait ça, non, je ne sais plus si c'est David Mumford ou c'est plus ancien, ce 2.5 sketch, c'est-à-dire qu'une image est toujours 2.5, parce qu'elle vous indique, c'est plus que des dimensions, puisqu'elle vous indique un ordre. Ah, ouais. 0,5 pour l'ordre, il y a un ordre. Par exemple, là, vous voyez l'écran. Vous voyez quel écran, là? Vous voyez cet écran? Oui, très bien. Là, vous avez de fait des indications de 3D. Hein, par exemple, le fait que cet objet passe devant ceux qui sont derrière. Enfin, disons, là, c'est un peu embrouillé, mais dans le tableau de Kandinsky, il y a du 3D, bien entendu. Il y a des objets qui se superposent à d'autres. Il y a une notation même d'espace. Donc, alors maintenant, on s'est posé la question de faire de la synthèse 3D directement. Oui. Et je dirais, je n'ai pas d'excuses ou d'explications pour le fait qu'on ne l'ait pas fait, d'autant plus qu'il y a des logiciels qui le permettent. Disons que le problème est peut-être que ces logiciels sont pas, je sais pas, certains en plus sont assez ouverts, vraiment pour qu'on puisse y mettre justement des paramètres aléatoires, etc. Donc en fait, c'est tout à fait faisable. Et c'est curieux, effectivement, qu'on soit resté au 2D. Si vous pensez, en fait, curieusement, le 3D, le rendu 3D, a quelque chose de beaucoup plus, d'une impression beaucoup plus réelle. Et si vous moins stylisé comme ces tableaux cubistes ou abstraits, et en fait, donc, curieusement, c'est plutôt associé au surréalisme. Les surréalistes sont très rendus 3D, et il y a quelques peintres abstraits 3D, comme Yves Tanguy, et effectivement, leurs scènes ont l'air d'être faites avec un logiciel de synthèse de formes 3D, des blobs, certains tableaux de Dali aussi, des formes qui planent dans l'espace. Alors, donc, les logiciels 3D sont associés à un logiciel de rendu. Donc, en fait, évidemment, si on se lance là-dedans, on a des types d'images beaucoup plus, comment dire, agressives, parce que on a l'impression de réalité plus forte. C'est un peu comme ça que je vois la distance entre le caractère reposant de l'art abstrait ou cubiste et le côté assez agressif du 3D, même quand qu'il soit réaliste ou d'ailleurs irréaliste. D'accord. Merci. Merci. D'autres questions? Bien, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à dire un grand merci à Jean-Michel et merci à tous. Donc, portez-vous bien et le prochain séminaire du laboratoire, c'est vendredi prochain, ça sera à Magali Ribaud. Voilà, merci beaucoup encore. Merci.